Lorsque j'ai demandé la date du mariage de mon fils, ma belle-fille a dit « Nous nous sommes mariés hier. » Juste pour les personnes spéciales. Une semaine plus tard, elle a appelé, le loyer est en retard. As-tu fait le virement? J'ai répondu, ne vous avais-je pas prévenu? Quand j'ai décroché le téléphone pour demander à mon fils Max quand aurait lieu son mariage, ma belle-fille Léna m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec un sourire glacial, « Oh, nous nous sommes déjà mariés hier. Nous n'avons invité que les personnes spéciales. » Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Les personnes spéciales. Moi qui, pendant 3 ans, avais payé leur loyer mensuel de $500, acheté chaque meuble de leur maison et rempli leur réfrigérateur quand ils n'avaient rien à manger. Je n'étais pas une personne spéciale. Je suis resté là, dans le salon de ma propre maison, tenant le téléphone comme s'il pesait une tonne, regardant mon fils éviter mon regard pendant que Léna s'installait confortablement sur le canapé que je leur avais acheté. La robe rose pâle que j'avais choisie pour son mariage pendait inutilement dans mon placard, avec les chaussures neuves et l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon fils unique. J'avais dépensé $200 pour cette robe, en pensant à quel point je serais jolie sur les photos du mariage de Max, des photos sur lesquelles je n'apparaîtrai jamais. Pendant des semaines, j'avais planifié chaque détail. J'avais mis de l'argent de côté pour leur offrir $1000 en cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur Diana à Chicago pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble, pensant qu'il viendrait peut-être célébrer avec moi après la cérémonie. Tout cela s'est effondré en une seconde avec ces 4 mots empoisonnés. Seulement les personnes spéciales. Max a finalement levé les yeux et a dit d'une voix qui semblait répéter « Maman, c'était quelque chose d'intime, de très petit, juste nous deux et les témoins. » Mais je savais que c'était un mensonge. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Léna poser fièrement à côté des mariés. J'ai vu ses frères et sœurs trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Léna, que j'avais aidé à financer avec les $800 que je lui avais donnés le mois dernier pour ses dépenses personnelles. J'ai vu tout ce que je n'étais pas censé voir. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Léna m'a appelé avec une voix complètement différente. Ce n'était plus la femme sûre d'elle qui m'avait exclu de son mariage. Maintenant, sa voix était désespérée, presque suppliante. Renate, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit que si nous ne payons pas cette semaine, il nous mettra à la porte. Tu as oublié de faire le virement. Sa voix tremblait légèrement, comme si le monde était sur le point de s'effondrer. Je suis resté silencieuse quelques secondes, me souvenant de toutes les fois où j'avais couru à la banque pour faire ce virement. Toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour m'assurer qu'ils aient un toit sur la tête. Toutes les fois où j'avais mangé des haricots et du riz pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs désirs. Et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils avaient l'audace de m'appeler comme si de rien n'était. Léna, dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Ne vous avais-je pas prévenu que je n'aidais que les personnes spéciales? Le silence à l'autre bout du fil était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, mais elle. Renate, je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Nous avons toujours été spéciaux pour toi. Tu es comme une seconde maman pour moi. Mensonge. Que des mensonges. Enveloppée dans cette voix douce qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. La même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, pour la lune de miel, pour les alliances que j'avais aidé à financer sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où elles seraient échangées. Pendant tant d'années, j'avais eu ce sentiment constant de marcher sur des œufs, pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, dans l'espoir d'obtenir une miette d'affection de mon propre fils. J'étais la mère parfaite, la belle-mère obligeante, la pourvoyeuse silencieuse qui ne protestait jamais quand on me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, seulement les personnes spéciales, a réveillé en moi quelque chose qui sommeillait depuis bien trop longtemps. J'avais calculé dans ma tête combien d'argent j'avais dépensé pour eux en ces 3 ans. Entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices, c'était plus de $20 000. $20 000 que j'avais pris de ma retraite, de mes économies, de l'argent que mon défunt mari avait laissé pour que je puisse vivre mes dernières années en paix. Et tout ça pourquoi? Pour être traité comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils. Cette nuit-là, après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration accumulée,
d'années d'humiliation silencieusement endurées. J'ai pleuré pour toutes les fois où ils m'ont fait sentir que mon amour était un fardeau, ma présence une gêne, mon argent la seule chose que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère stupide que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable à ceux qui la considéraient comme dispensable. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Je me suis levé et je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Les mêmes yeux fatigués que toujours, les mêmes rides qui racontaient des années à donner de l'amour sans en recevoir. Mais il y avait autre chose dans mon regard, une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination qui avait été enfouie sous des années de soumission. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé du café, comme chaque matin depuis 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Max pour lui demander comment il avait dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone en attendant un message de lui s'excusant pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, ma première préoccupation de la journée, c'était moi. Je me suis assise à la table où j'avais si souvent planifié des surprises pour eux, compté des billets pour leurs dépenses et pleuré en silence quand ils me traitaient avec indifférence. Maintenant, cette table allait être le témoin de quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés bancaires, et j'ai commencé à faire les comptes. Je voulais voir en chiffres exacts l'étendue de ma propre bêtise. Loyer mensuel de $500 multiplié par 36 mois, $18 000. Nourriture et provisions, environ $200 par mois, $7,200. Cadeaux d'anniversaire, de Noël, d'anniversaire de mariage, au moins $3 000. Urgence médicale de Lena, $800. Le prêt pour la voiture qu'ils ne m'ont jamais remboursé, $2 500. La réparation du climatiseur dans leur appartement, $600. Les meubles du salon, $1 200. $33 400. C'était la somme exacte de ma générosité. $33 400 que j'avais gaspillé de l'héritage de mon mari, de ma pension, des économies que j'avais mises de côté sou par sou pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent jeté par les fenêtres pour maintenir le confort de deux adultes qui ne pouvaient même pas faire semblant de me respecter. Le téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Max sur l'écran. Normalement, mon cœur aurait battu la chamade en courant pour répondre, espérant qu'il s'excuserait enfin et expliquerait que tout avait été un malentendu. Mais cette fois, je l'ai laissé sonner. 1, 2, 3 fois. Finalement, il s'est tu, et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Lena. Je l'ai laissé sonner aussi. Puis, un SMS de Max est arrivé. Maman, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. J'ai effacé le message sans répondre. À 14 heures, j'ai décidé de faire une promenade. Je ne l'avais pas fait depuis des mois sans un but précis, sans une course liée à eux. C'était toujours la banque pour les virements, le supermarché pour leur acheter quelque chose dont ils avaient besoin, la pharmacie pour les médicaments de Lena. Aujourd'hui, je me suis promené juste parce que j'en avais envie. Je suis passé devant le parc où j'avais souvent emmené Max quand il était enfant. Je me suis souvenu de ce gentil garçon qui me serrait fort dans ses bras et disait que j'étais la meilleure maman du monde. Quand était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur de billets avec des sentiments? Quand avais-je commencé à confondre amour et argent? Quand avais-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon propre fils? À la banque, où j'avais si souvent fait des virements automatiques, je me suis arrêté devant la porte. Le directeur de l'agence, Monsieur Klein, m'a vu à travers la vitre et m'a fait un signe de la main. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements à Max et Lena. Il avait vu mon compte se vider mois après mois pour remplir le leur. Je suis entré et je me suis dirigé directement vers son bureau. Monsieur Klein, lui dis-je, je dois annuler les virements automatiques que j'ai programmés. Il m'a regardé, surpris. Pendant 3 ans, ces virements avaient été aussi réguliers que le lever du soleil. En êtes-vous sûr, Madame Richter? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Son inquiétude était sincère, plus sincère que n'importe quel intérêt que Max m'avait montré ces derniers mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux, ai-je répondu. Je veux tout annuler et je veux aussi des informations sur la manière de protéger mes comptes. Je ne veux plus que quiconque ait accès à mon argent. Pendant que Monsieur Klein traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Max, Lena, Max à nouveau.
C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger. J'ai éteint complètement le téléphone. Madame Richter, dit Monsieur Klein en me tendant les papiers, je m'excuse de mon indiscrétion, mais pendant toutes ces années, je vous ai vu être très généreuse avec votre famille. J'espère que vous n'êtes pas sous pression pour faire ces changements. Ces mots m'ont profondément touché. Cet homme, qui me connaissait à peine au-delà des transactions bancaires, montrait plus d'inquiétude sincère pour mon bien-être que mon propre fils. Je ne suis pas sous pression, Monsieur Klein. Au contraire, j'ai enfin cessé de me mettre la pression moi-même. En quittant la banque, je me sentis étrangement légère, comme si j'avais laissé un énorme fardeau dans ce bureau. Pour la première fois depuis des années, mon argent était entièrement à moi. Je n'avais aucune obligation financière envers des personnes qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme une personne. Je suis rentré chez moi et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas faites pour plaire à Max et Lena. Les voyages que je n'avais pas faits pour économiser de l'argent pour eux. Les amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences. Les passe-temps que j'avais abandonnés parce que chaque dollar que je dépensais pour moi était un dollar de moins pour leurs besoins. En arrivant à la maison, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte. Celle de Max, celle de Lena et une que je ne reconnaissais pas. Je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison à travers les fenêtres. Mon sang se glaça. Ils avaient les clés. Je leur avais donné les clés parce que je leur faisais confiance. Parce que je pensais qu'un jour ils prendraient soin de moi comme j'avais pris soin d'eux. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. C'était lors de la première vraie confrontation de ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Max était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Lena faisait les 100 pas comme un animal en cage et un homme plus âgé que je ne connaissais pas examinait des papiers sur ma table de salle à manger. Mes papiers, mes documents personnels. Que se passe-t-il ici ? Ai-je demandé d'une voix qui semblait plus forte que ce à quoi je m'attendais. Tous les 3 m'ont regardé comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. Lena fut la première à parler et sa voix avait cette urgence désespérée que j'avais déjà entendue au téléphone. Renate, Dieu merci, tu es là. Nous devons parler. Monsieur Fischer est du cabinet d'avocats que nous avons consulté au sujet de ta situation. Ma situation ? La question est sortie de ma bouche avec un calme qui m'a surprise. Quelle situation ? Je vais parfaitement bien. Max a enfin levé la tête et m'a regardé avec ses yeux qui appartenaient autrefois à un enfant innocent et qui ne reflétaient plus que la panique financière. Maman, nous sommes allés à la banque et ils nous ont dit que tu avais annulé tous les virements. Monsieur Klein a expliqué que tu avais aussi bloqué notre accès à tes comptes. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as fait ça. Monsieur Fischer, un homme dans la cinquantaine en costume gris et avec un sourire qui n'inspirait pas confiance, s'est approché de moi la main tendue. Madame Richter, je suis le docteur Fischer, un avocat en droit de la famille. Vos enfants s'inquiètent pour votre bien-être mental et m'ont demandé d'évaluer la situation. Je ne lui ai pas serré la main. Au lieu de cela, je suis allé directement à ma table de salle à manger et j'ai rassemblé tous mes documents qu'il avait examinés sans ma permission. Ce sont mes papiers privés. Vous n'avez pas le droit de les regarder sans mon consentement. Maman, intervint Max avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années. Nous sommes inquiets pour toi. Ton comportement est très étrange ces derniers temps. D'abord, tu nous coupes les vivres financièrement sans explication. Ensuite, tu ne réponds pas à nos appels. Nous pensons que tu pourrais avoir besoin d'une aide professionnelle. Lena s'est approchée et a essayé de me prendre la main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait au moment où elle avait besoin de quelque chose. Renate, chérie, nous savons que tu es très stressée. Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le penses. À ton âge, les épisodes de confusion sont normaux. Le mot confusion a résonné dans ma tête comme une sirène d'alarme. Maintenant, je comprenais pourquoi ils avaient amené l'avocat. Il ne s'agissait pas de m'aider. Il s'agissait de me déclarer mentalement incapable et de prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit qu'il n'invitait que des personnes spéciales à leur mariage me traitait maintenant comme une vieille dame sénile. Je ne suis pas confuse, dis-je avec une fermeté qui fit taire tout le monde. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années, et vous allez quitter ma maison tout de suite. Monsieur Fischer intervint avec cette voix professionnelle que les avocats utilisent quand ils veulent paraître raisonnables. Madame Richter, je comprends que vous vous sentiez dépassée,
mais vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils estiment que votre capacité à prendre des décisions financières est altérée. Ils ont documenté plusieurs comportements inquiétants. Des comportements inquiétants? Le rire qui sortit de ma gorge était rauque, presque cruel. Comme quoi? Décider que mon argent m'appartient? Décider de ne plus financer la vie de deux adultes qui me traitent comme un déchet? Léna a sursauté comme si je l'avais giflé. Nous ne t'avons jamais maltraité. Tu fais partie de notre famille. Tout ce que tu as nous appartiendra un jour de toute façon. Nous ne faisons qu'accélérer le processus. Voilà la vérité, nue et sans phare. Tout ce que j'avais leur appartiendrait un jour. Dans leur esprit, j'étais déjà morte et ils ne faisaient que percevoir leur héritage à l'avance. Peu importait que j'aie 70 ans ou 70 jours à vivre. Pour eux, je n'étais qu'un distributeur de billets sur pattes qui était devenu problématique. Dehors, dis-je en montrant la porte. Sortez tous les trois de ma maison. Max se leva avec ce visage d'enfant en colère qu'il faisait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Maman, on ne peut pas simplement partir. Nous avons des obligations. Le loyer, les paiements de la voiture, la carte de crédit pour laquelle tu t'es portée garante. Tu ne peux pas nous couper les vivres du jour au lendemain. Je ne peux pas? Ma voix s'éleva pour la première fois de toute la conversation. Qui dit que je ne peux pas? Pendant des années, j'ai payé un loyer qui n'était même pas à mon nom. J'ai rempli un réfrigérateur dans une maison où je n'étais pas la bienvenue. J'ai financé une vie qui n'avait clairement pas de place pour moi. Monsieur Fischer sortit un dossier de sa mallette et le posa sur ma table. Madame Richter, nous avons préparé des documents qui pourraient faciliter cette transition. Une procuration qui permettrait à Max et Léna de gérer vos finances plus efficacement. Ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. J'ai pris le dossier, sans même l'ouvrir, je l'ai jeté directement dans la poubelle. La seule transition qui va se produire ici, c'est la vôtre vers la porte d'entrée. Léna se mit à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de rage contenue. Tu ne peux pas nous faire ça, Renate. Nous comptions sur toi. Nous avons fait des projets en fonction de ton soutien. Nous avons acheté des choses. Nous avons pris des engagements financiers parce que nous savions que nous pouvions compter sur toi. Des engagements basés sur mon argent, ai-je répondu. Pas sur mon bien-être, pas sur mon bonheur, pas sur ma compagnie, juste sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent est mieux utilisé dans ma propre vie, je suis soudainement une vieille femme confuse qui a besoin d'une tutelle légale. Max a tenté de s'approcher de moi, mais j'ai reculé d'un pas. Il n'était plus le garçon qui courait dans mes bras quand il faisait des cauchemars. C'était un homme de 35 ans qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et une vie confortable financée par d'autres. « Maman, nous avons fait des erreurs », dit-il d'une voix qui se voulait pleine de remords. Le mariage était un malentendu. Léna était nerveuse. J'étais sous pression. Nous pouvons arranger ça si tu redeviens juste raisonnable. Raisonnable? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Être raisonnable signifie continuer à payer pour votre vie pendant que vous me traitez comme une étrangère? Ça veut dire faire semblant que ça ne fait pas mal d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon fils unique? Monsieur Fischer a rangé ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un qui a l'habitude de voir ses propositions rejetées. Madame Richter, ce n'est pas fini. Votre famille a des options légales. Si vous prenez effectivement des décisions irrationnelles en raison de problèmes de santé mentale, un juge peut déterminer que vous avez besoin d'une tutelle. Ces mots furent comme un coup. Je réalisai que ce n'était pas juste une visite familiale manipulatrice. C'était une véritable menace légale. Il voulait me déclarer incapable de gérer mes propres affaires. Monsieur Fischer, dis-je en le regardant droit dans les yeux, je vous suggère de faire vos recherches à fond avant de menacer une femme de 71 ans qui a géré ses finances de manière impeccable pendant 40 ans, qui a élevé son fils seul après la mort de son mari, qui a tenu un foyer et travaillé honorablement jusqu'à sa retraite, et qui, jusqu'à la semaine dernière, soutenait financièrement deux adultes tout à fait capables. Léna cessa de pleurer et me regarda avec une froideur qui montrait enfin son vrai visage. Ça ne se passera pas comme ça, Renate. Nous avons des droits et des avocats, nous aussi. Parfait, ai-je répondu. Engagez tous les avocats que vous voulez. Avec votre propre argent, bien sûr, car le mien n'est plus disponible pour financer vos caprices juridiques.
Tous les trois se sont dirigés vers la porte avec la dignité blessée de personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Avant de sortir, Max se tourna vers moi une dernière fois. Maman, ça va très mal finir pour toi. Tu vas te retrouver seul, sans personne pour s'occuper de toi quand tu en auras vraiment besoin. Max, dis-je avec une profonde tristesse, mais aussi avec une clarté cristalline. Je suis déjà seul. La différence, c'est que maintenant, c'est par mon propre choix, et non par votre négligence. En fermant la porte derrière eux, je suis resté dans mon salon, entouré du plus beau silence que j'avais entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, non pas par tristesse ou regret, mais par l'adrénaline d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Je suis resté éveillé dans mon lit, planifiant mes prochaines étapes comme un général se préparant à une bataille. Si Max et Lena voulaient se battre, je leur donnerais une guerre. Mais ce serait une guerre que je mènerais avec intelligence, pas avec émotion. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillé et prêt à partir. Mon premier arrêt fut le bureau de l'avocat, Monsieur Weber, un homme que j'avais rencontré des années auparavant lorsque je m'occupais du testament de mon mari. Contrairement à Monsieur Fischer que Max et Lena avaient amené, Monsieur Weber avait une réputation impeccable et était spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées. Madame Richter, me dit-il alors que je lui expliquais la situation, ce que vos enfants ont tenté de faire hier est plus courant que vous ne le pensez. Cela s'appelle l'abus financier envers une personne âgée, et c'est un crime fédéral. Le fait qu'il soit entré dans votre maison sans permission et ait examiné vos documents privés constitue également une violation. Ces mots m'ont à la fois calmé et inquiété. Ils m'ont calmé parce qu'ils confirmaient que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était vraiment abusif. Ils m'ont inquiété parce que je réalisais que la situation était plus grave que je ne le pensais. Nous devons tout documenter. Poursuivit Monsieur Weber. Chaque virement, chaque cadeau, chaque fois qu'ils vous ont mis la pression pour de l'argent. Nous allons également modifier votre testament pour protéger vos biens de futures tentatives de manipulation. Nous avons passé 3 heures à examiner mes dossiers financiers. Monsieur Weber a sifflé en voyant la somme totale, 33 400 $ en 3 ans. Madame Richter, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager et profiter de votre retraite. Au lieu de cela, vous avez entièrement financé la vie de 2 adultes qui ne vous respectaient même pas assez pour vous inviter à leur mariage. En quittant le bureau de Monsieur Weber, j'avais un plan complet. Premièrement, je changerai toutes les serrures de ma maison. Deuxièmement, j'installerai un système de sécurité avec des caméras pour me protéger des futures visites surprises. Troisièmement, j'ouvrirai un nouveau compte bancaire dans une banque différente où il n'avait aucun contact. Et quatrièmement, je commencerai à vivre la vie que j'avais reportée pendant des années. Mon prochain arrêt fut la quincaillerie. Le propriétaire, Monsieur Sommet, me connaissait depuis des années parce que j'achetais toujours des choses pour réparer l'appartement de Max et Lena. Cette fois, c'était différent. Madame Richter, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Une autre urgence avec votre fils, demanda-t-il avec la familiarité d'une personne qui avait été le témoin silencieux de ma générosité gaspillée. Non, Monsieur Sommet. Cette fois, c'est pour ma propre maison. J'ai besoin de changer toutes les serrures, et je veux qu'elles soient de la meilleure qualité. Il m'a regardé, surpris, mais n'a posé aucune question. Pendant que je choisissais les serrures, son fils Ethan, qui installait des systèmes de sécurité, est passé. C'était la providence en action. Ethan, lui dis-je, j'ai aussi besoin d'installer des caméras de surveillance, le système complet. Le prix n'est pas un problème. Pendant qu'il préparait tout pour l'installation le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Lena qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre car j'avais bloqué son numéro après la confrontation de la veille. Renate, c'est Lena. S'il te plaît, ne raccroche pas. Nous devons parler comme des adultes civilisés. Parle, dis-je sèchement. Écoute, je comprends que tu sois contrarié pour le mariage. C'était une erreur. Max et moi en avons parlé et nous voulons nous faire pardonner. Et si nous organisions un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec toi? On peut le faire chez toi. Cuisiner ensemble comme avant. La manipulation dans ses paroles était si évidente que j'ai failli en rire. Lena, combien de loyer devez-vous exactement? Le silence à l'autre bout du fil confirma que j'avais touché un point sensible. Eh bien, c'est 2 mois. 1 000 $ au total. Mais je n'appelle pas seulement pour ça,
Renate. Tu nous manques vraiment dans nos vies. C'est moi qui vous manque, ou mon argent? Demandai-je directement. Les deux, répondit-elle avec une honnêteté surprenante. Renate, je ne vais pas te mentir. Oui, nous avons besoin de ton aide financière, mais nous t'aimons aussi. Tu es importante pour nous. Si je suis si importante, dis-je, pourquoi n'étais-je pas assez importante pour être à votre mariage? Pourquoi ne suis-je pas assez importante pour recevoir un appel qui ne demande pas d'argent? Quand était la dernière fois que tu m'as appelé juste pour me demander comment j'allais? Un autre silence. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Jamais. Léna, je ne vais te l'expliquer qu'une seule fois. Pendant 3 ans, vous m'avez traité comme un distributeur de billets avec des sentiments. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez ignoré. Vous m'avez humilié. Et finalement, vous m'avez insulté de la pire des manières. Maintenant que l'argent vient à manquer, vous découvrez soudainement que vous m'aimez. Renate, s'il te plaît. Je l'ai coupé. Il n'y a pas de « s'il te plaît ». Vous avez fait votre choix quand vous avez décidé que je n'étais pas assez spécial pour être à votre mariage. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et j'ai éteint complètement le téléphone. Je ne voulais plus d'interruption dans ma journée de libération. Cet après-midi-là, je suis allé au salon de beauté où je n'étais pas allé depuis plus d'1 an. J'annulais toujours mes rendez-vous parce que Max ou Léna avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que l'argent que j'avais mis de côté pour moi devenait une urgence pour eux. Madame Richter, s'est exclamée ma coiffeuse préférée, Cynthia. Quelle surprise! Je pensais que vous nous aviez oubliés. Je ne vous ai pas oublié, Cynthia. J'ai juste oublié que je méritais aussi d'être choyée. Je me suis offert le traitement complet. Coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans me sentir coupable. Pendant que Cynthia travaillait sur mes cheveux, elle m'a raconté sa vie, ses enfants, ses rêves. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Max et Léna. Vous êtes magnifique, Madame Richter, dit-elle quand elle eut fini. Mais plus que ça, vous avez l'air libre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bien? Oui, Cynthia. J'ai enfin appris à dire non. En rentrant chez moi cet après-midi-là, il y avait une voiture devant ma porte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est emballé un instant, pensant que Max et Léna étaient peut-être revenus avec des renforts, mais en m'approchant, j'ai vu une femme plus âgée assise sur les marches de mon Porsche. Madame Richter? Demanda-t-elle en sortant de la voiture. Oui, c'est moi. Puis-je vous aider? Je suis Eleanor Brox. Je vis à côté. Nous sommes voisines depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de parler. Hier, j'ai entendu des voix très fortes dans votre maison, et je me suis inquiété. Est-ce que tout va bien? Son inquiétude sincère m'a profondément touché. Voici une étrangère qui montrait plus d'intérêt pour mon bien-être que mon propre fils. Entrez, Madame Brox. Je vais vous faire un café, et je vais vous raconter une histoire que vous n'allez pas croire. Pendant que je préparais le café, je lui ai raconté toute la situation. Eleanor a écouté sans interrompre, hochant la tête de temps en temps. Et quand j'ai terminé mon histoire, ses yeux étaient remplis de larmes. Madame Richter, dit-elle, vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma fille il y a 5 ans. Je pensais aussi que c'était mon devoir de financer sa vie d'adulte. Je croyais aussi qu'ils ne m'aimeraient pas si je ne leur donnais pas d'argent. Que s'est-il passé? J'ai coupé les vivres quand j'ai réalisé qu'ils ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Au début, c'était terrible. Ils m'ont menacé, m'ont fait du chantage affectif, ont essayé de me faire culpabiliser. Mais après 6 mois, ma fille a appelé pour s'excuser sincèrement. Maintenant, nous avons une vraie relation basée sur l'amour, pas sur l'argent. Ces mots m'ont donné de l'espoir et ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Pensez-vous que Max et Léna comprendront un jour? Peut-être que oui, peut-être que non, répondit-elle honnêtement. Mais ce n'est plus votre responsabilité, Madame Richter. Votre responsabilité maintenant, c'est de vivre votre propre vie. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, je me suis couché sans me soucier de savoir si Max et Léna avaient de l'argent pour le loyer, pour la nourriture, pour leurs caprices. Je me suis couché en pensant à moi, à mes projets, à mon avenir, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain,
Ethan et Monsieur Sommet sont venus à 8 heures du matin pour changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner de numéros inconnus. Lena essayait toujours de me contacter depuis différents téléphones, mais j'avais développé une nouvelle compétence, ignorer complètement les appels qui ne me convenaient pas. Madame Richter, dit Ethan en installant les caméras. Ce système vous donnera une tranquillité d'esprit absolue. Vous pouvez voir depuis votre téléphone qui vient chez vous-même quand vous n'êtes pas là. Et si quelqu'un entre par effraction sans permission, une alerte est automatiquement envoyée à la police. L'ironie ne m'a pas échappé. J'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils, mais cela ne faisait plus aussi mal qu'avant. C'était simplement une mesure pratique pour maintenir ma nouvelle paix. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Appeler ma sœur Diana à Chicago. Nous avions perdu le contact parce que chaque fois que nous parlions, je lui racontais les succès de Max et Lena, combien d'argent j'avais dépensé pour eux, à quel point j'étais fier de pouvoir les aider. Je réalisais maintenant que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles familiales. « Renate », répondit Diana, surprise. « Ma sœur, comment vas-tu ? Nous n'avons pas parlé depuis des mois. »« Je vais bien, Diana. »« Mieux que bien. »« Je t'appelle pour te dire que j'ai enfin retrouvé la raison. » Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Le mariage secret, l'humiliation, la visite avec l'avocat, ma décision de couper les vivres. Diana m'a écouté en silence. Et quand j'ai fini, sa réponse m'a surprise. « Renate, ma sœur, il était temps. Chaque fois que nous parlions, ça me brisait le cœur de t'entendre te vanter de l'argent que tu leur donnais, comme si l'amour se mesurait en dollars. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Que voulais-tu me dire ? Que Max n'a jamais parlé de toi avec amour quand je le voyais aux réunions de famille. C'était toujours ma mère m'a aidé avec ça ou ma mère m'a acheté ça, mais jamais ma mère me manque ou j'aime ma mère. C'était comme si tu étais un prestataire de service, pas une personne. Ces mots faisaient mal, mais c'était une douleur nécessaire. Comme lorsqu'un médecin nettoie une plaie infectée, ça fait mal, mais ça fait partie de la guérison. Tu sais ce que j'ai remarqué d'autre, poursuivit Diana. Lena parlait toujours de toi au futur. Quand Renate ne sera plus là, nous pourrons rénover sa maison ou quand nous hériterons, nous investirons dans l'entreprise. Comme s'ils attendaient que tu meurs pour vraiment vivre. Cette révélation m'a fait l'effet d'une douche froide. Ils ne me voyaient pas seulement comme un distributeur de billets. Ils me voyaient comme un obstacle temporaire entre eux et leur argent. Pendant que j'essayais de les rendre heureux, ils planifiaient leur avenir sans moi. Après avoir parlé avec Diana, je me suis assise dans ma cuisine, digérant toutes ces informations. Des années de mariage avec un homme qui m'aimait vraiment, 35 ans à élever mon fils seul après la mort de mon mari, et 3 ans à financer 2 adultes qui me voyaient comme un obstacle à 100 000 $. La sonnette a retenti et sur les nouvelles caméras, j'ai vu que c'était Eleanor avec une tasse à la main. J'ai ouvert la porte et elle m'a tendu un café fraîchement préparé. Je pensais que tu aurais peut-être besoin de compagnie après tout ce que tu m'as raconté hier, dit-elle avec ce sourire sincère que j'avais déjà appris à apprécier. Nous nous sommes assises dans mon salon et Eleanor m'a raconté plus de détails sur sa propre expérience. Ma fille m'a dit exactement la même chose que Lena te dit. Tu es comme une seconde maman pour moi. Nous sommes spéciaux pour toi. Tout sera à nous un jour de toute façon. Ce sont des phrases toutes faites, Madame Richter. Ils les apprennent dans le manuel de la manipulation émotionnelle. Pensez-vous qu'un tel manuel existe, demandai-je en plaisantant à moitié. Pas officiellement, mais il semble que tout le monde lise dans le même livre. Le chapitre 1 est fait-là se sentir indispensable. Le chapitre 2 est crée des urgences financières constantes. Le chapitre 3 est quand elle résiste, remet en question sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était un rire amer. C'était à la fois drôle et tragique de reconnaître des schémas si prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir coupé les vivres ? Ai-je demandé à Eleanor. Chaque jour pendant les 3 premiers mois, répondit-elle honnêtement. Mais ensuite, j'ai commencé à voir les résultats. Ma fille a dû prendre un 2e emploi. Son mari a cessé de jouer au golf tous les week-ends et a commencé à chercher du travail supplémentaire. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Et plus important encore, ils ont appris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là,
j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté pendant des années. Visiter la tombe de mon mari. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller parce que Max ou Lena avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que le prix du taxi était mieux investi dans une de leurs urgences. Le cimetière était calme et magnifique. La tombe de Robert avait l'air un peu négligée parce que je n'étais pas venu la nettoyer depuis des mois. Je me suis assise sur l'herbe à côté de sa pierre tombale et je lui ai parlé comme s'il était vivant. Robert, mon amour, je crois que je me suis perdu pendant un certain temps. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie dans Max. Je voulais être la meilleure mère du monde, pensant qu'il grandirait sans père, mais je crois que dans le processus, j'ai oublié d'être moi-même. Le vent soufflait doucement et pendant un instant, j'ai senti qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça et que je n'ai pas voulu le voir. Sa femme est, eh bien, tu sais comment elle est. L'argent que tu m'as laissé pour vivre paisiblement, je l'ai dépensé pour m'occuper d'eux. Mais plus maintenant, mon amour. J'ai appris. J'ai nettoyé sa tombe, remplacé les fleurs fanées par des neuves, et je suis resté là 1 heure de plus, profitant simplement de la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressé de rentrer à la maison pour résoudre une crise pour Max et Lena. En rentrant chez moi, il y avait de nouveau 3 voitures garées devant ma porte. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois, j'étais préparé. Les caméras m'ont montré que c'était Max, Lena et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Tout le monde semblait agité, se parlant et montrant ma maison du doigt. Je ne suis pas sorti de la voiture. Au lieu de cela, j'ai appelé Monsieur Weber, mon avocat. Monsieur Weber, ils sont de nouveau chez moi. Cette fois, ils ont amené plus de monde. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Madame Richter. J'arrive tout de suite, et j'appelle la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une ordonnance de restriction temporaire. Ils n'ont pas le droit d'être sur votre propriété. Quelques minutes plus tard, Monsieur Weber et 2 voitures de police sont arrivées. J'ai regardé les policiers parler à Max et Lena. J'ai vu mon fils gesticuler avec colère. J'ai vu Lena pleurer à nouveau, mais cette fois, ses larmes ne m'ont pas ému. L'un des policiers s'est approché de ma voiture. Madame, vous pouvez sortir en toute sécurité. Vos visiteurs vont partir immédiatement. En sortant de la voiture, Max m'a crié depuis la rue. Maman, c'est ridicule. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas appeler la police contre ton propre fils. Max, ai-je répondu avec un calme qui me surprit moi-même, la famille ne menace pas de poursuite pour incapacité mentale. La famille ne s'introduit pas dans les maisons des gens sans permission. La famille ne traite pas sa mère comme un distributeur de billets. Lena a crié de l'autre côté de la rue. Tu vas nous payer tout ce que tu nous dois. Nous avons des factures pour lesquelles tu t'es portée garante. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Monsieur Weber intervint. Madame Schuster, toute communication future doit passer par mon bureau, et je vous suggère de consulter un avocat avant de faire des menaces de recouvrement, car ma cliente a une documentation complète de tous les paiements qu'elle a volontairement effectués pendant 3 ans. Je les ai regardés s'éloigner dans leur voiture, vaincus, mais sans abandonner. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois dans cette situation, je me sentais confiante. J'avais une aide professionnelle. J'avais le soutien émotionnel d'Eleanor. Et plus important encore, j'avais une clarté mentale sur ce qui était juste et ce qui était faux. Cette nuit-là, Eleanor m'a invité à dîner chez elle. J'ai rencontré sa fille qui était en visite, et j'ai pu voir de mes propres yeux à quoi ressemblait une relation familiale saine. Ils se parlaient avec respect, s'interrogeaient sincèrement sur la vie de l'autre et riaient ensemble. La fille n'a pas demandé d'argent une seule fois de toute la soirée. Je voulais ça aussi avec Max, ai-je avoué à Eleanor après le départ de sa fille. Et peut-être que vous l'obtiendrez un jour, a-t-elle répondu. Mais d'abord, il doit apprendre que vous êtes une personne qui mérite le respect, pas seulement une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis couché avec de l'espoir pour l'avenir. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Les caméras de surveillance me montraient que Max et Lena passaient devant ma maison plusieurs fois par jour, parfois lentement, parfois ils se garaient quelques minutes, mais sans sortir. C'était comme s'ils étudiaient ma routine, cherchant le moment parfait pour leur prochain coup. Monsieur Weber m'avait conseillé de documenter chacune de ces visites, alors je tenais un journal détaillé avec la date et l'heure.
Leur persistance jouera en notre faveur, avait-il dit. Chaque fois qu'ils se présentent après que nous leur ayons dit de ne pas s'approcher, cela renforce notre dossier pour une ordonnance de restriction permanente. Le vendredi matin, je prenais tranquillement mon petit déjeuner quand la sonnette a retenti. Les caméras m'ont montré une jeune femme très bien habillée avec un dossier à la main et un sourire professionnel. Je ne la reconnaissais pas, mais quelque chose dans sa posture me disait que ce n'était pas une visite sociale. « Bonjour, Madame Renate Richter », dit-elle en ouvrant la porte. « Je suis une enquêtrice sociale du Bureau des services aux personnes âgées. Nous avons reçu un signalement selon lequel vous pourriez être dans une situation à risque et nous devons effectuer une visite de contrôle de bien-être. » Mon sang se glaça. Max et Lena avaient fait monter les enchères. Ce n'était plus seulement des menaces d'avocats privés. Maintenant, ils avaient impliqué le gouvernement. « Puis-je voir votre pièce d'identité » ai-je demandé, essayant de rester calme. « Bien sûr. » Elle me montra une carte d'identité officielle qui semblait authentique. « Je suis l'assistante sociale Madame Schmidt. Puis-je entrer et vous parler ?» Je l'ai laissé entrer, sachant qu'un refus aurait été pire pour mon cas. Madame Schmidt s'est assise dans mon salon et a sorti un formulaire de son dossier. « Madame Richter, nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez montré des changements significatifs dans votre comportement financier, que vous avez coupé la communication avec votre famille et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. On nous a également dit que vous avez refusé l'aide médicale et juridique de vos proches. » Chaque mot avait été soigneusement choisi pour me faire passer pour une vieille femme mentalement perturbée. Je reconnaissais l'écriture de Lena dans la formulation. Elle avait toujours été douée pour manipuler les mots afin d'obtenir ce qu'elle voulait. « Madame Schmidt, dis-je avec toute la dignité que je pouvais rassembler, j'aimerais appeler mon avocat avant de répondre à toute question. »« Madame, ce n'est pas un interrogatoire juridique. C'est une visite de contrôle de bien-être. Si vous n'avez rien à cacher, cela ne devrait pas poser de problème de parler avec moi. » La phrase « si vous n'avez rien à cacher » m'a mise en fureur. C'était la même logique que les agresseurs utilisaient pour justifier leurs intrusions. Si vous êtes innocent, vous ne devriez pas vous plaindre que votre vie privée soit violée. Madame, j'appelle mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai à aucune question sans la présence d'un représentant légal. J'ai appelé Monsieur Weber, et il était là en 20 minutes. Quand il est entré et a vu l'assistante sociale, son expression s'est durcie. Madame Schmidt, dit-il après avoir vérifié sa carte d'identité, j'espère que vous avez un mandat du tribunal pour être ici, car ma cliente est sous ma représentation légale et toute enquête non autorisée constitue un harcèlement. Monsieur, répondit Madame Schmidt avec moins d'assurance qu'auparavant. Nous avons des rapports de membres de la famille inquiets pour le bien-être de la dame. Il est de notre devoir d'enquêter. Quelle famille ? Demanda sèchement Monsieur Weber. La même famille qui a tenté de lui faire signer une procuration sans représentation ? La même famille qui s'est introduite dans sa maison sans permission et a vérifié ses documents privés ? La même famille qui l'a exclu d'événements importants tout en vivant de son argent ? Monsieur Weber sortit un dossier de sa mallette et le posa sur la table. Ici, j'ai une documentation complète de l'abus financier et émotionnel de ma cliente. 33 400 $ qui ont été retirés de ses comptes en 3 ans. Exclusion sociale systématique et chantage affectif. Si quelqu'un doit être enquêté ici, ce n'est pas ma cliente. Madame Schmidt a examiné les documents avec un malaise croissant. Il était évident que les informations qu'on lui avait données ne correspondaient pas à la réalité qu'elle avait devant elle. Madame Richter, dit-elle finalement. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez si brusquement cessé de soutenir financièrement votre fils ? Parce que j'ai enfin découvert qu'il m'utilisait, ai-je répondu simplement. Parce que j'ai réalisé que pour eux, je n'étais pas une mère, mais un compte en banque. Parce que j'en avais assez de financer la vie de personnes qui me voyaient comme un obstacle. Mais ne sentez-vous pas qu'il est de votre responsabilité d'aider votre famille ? La question m'a indigné. Madame Schmidt, ma responsabilité en tant que mère était d'élever mon fils jusqu'à ses 18 ans, de l'éduquer et de lui donner les outils pour être un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, est marié et parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Financer sa vie d'adulte n'est pas ma responsabilité. C'est mon choix, et j'ai choisi de ne plus le faire. Monsieur Weber intervint. Madame Schmidt, considéreriez-vous comme normal qu'un adulte de 35 ans soit incapable de payer son propre loyer sans l'aide de sa mère de 71 ans ?
Madame Schmidt n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais voir qu'elle réévaluait toute la situation. Madame Richter, demanda-t-elle après un moment, gérez-vous entièrement vos propres finances? Je peux vous montrer mes relevés bancaires, mes investissements, mes paiements d'impôts. Tout est à jour et en ordre. Vivez-vous de manière indépendante? Comme vous pouvez le voir, je garde ma maison propre. Je prends soin de moi physiquement. Je conduis ma propre voiture. J'ai des relations sociales saines avec mes voisins. Prenez-vous des médicaments? Juste des vitamines et occasionnellement de l'aspirine. Je n'ai aucune condition médicale nécessitant des médicaments. Monsieur Weber ajouta, ma cliente vient de subir des examens médicaux approfondis dans le cadre de notre processus juridique. Elle est en parfaite condition mentale et physique. Madame Schmidt ferma son dossier et soupira. Madame Richter, sur la base de cette conversation et de la documentation que j'ai examinée, je ne vois aucune indication que vous soyez en danger ou que vous ayez besoin d'une intervention. Je vais clore ce dossier. Après son départ, Monsieur Weber et moi sommes restés silencieux quelques minutes. Renate, dit-il finalement, cela va continuer à s'envenimer. Max et Lena dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour engager des professionnels afin de tenter de vous faire déclarer incapable. Est-ce que cela signifie qu'ils sont désespérés? Cela signifie exactement cela. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils peuvent intenter une action en justice pour incapacité. C'est cher et difficile à gagner. Mais s'ils trouvent un juge sympathique et un psychiatre prêt à témoigner en leur faveur, ils pourraient obtenir un tuteur. La pensée me terrifia. Ils pourraient prendre le contrôle de mon argent. Ils pourraient essayer, mais nous avons des preuves solides que vous êtes tout à fait compétente et qu'ils sont motivés par la cupidité et non par une réelle inquiétude. Cet après-midi-là, j'ai appelé Diana pour me défouler. Ma sœur, dit-elle après avoir entendu mon histoire, remarques-tu jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent? Ils risquent les relations familiales, dépensent de l'argent en avocats et en médecins, détruisent leur propre réputation, tout ça pour avoir de nouveau accès à ton compte en banque. Ces mots m'ont fait réfléchir. Max et Lena avaient complètement révélé leur vraie nature. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait aucune possibilité de réconciliation sincère. Pour eux, je n'avais jamais été une mère ou une belle-mère respectée. J'avais toujours été de l'argent sur pattes. Cette révélation, bien que douloureuse, était aussi libératrice. Je n'avais plus à me demander si je prenais la bonne décision. Je n'avais plus à me sentir coupable de me protéger. Ils avaient prouvé eux-mêmes que mon bien-être émotionnel et physique était moins important pour eux que mon argent. Ce soir-là, Eleanor est venue me rendre visite avec une surprise. Elle avait invité ses amis du club de jardinage pour me rencontrer. Renate, m'a-t-elle présenté, voici mes amis Cynthia, que tu connais déjà du salon, Maria, Carmen et Alfreda. Nous avons toutes vécu des situations similaires avec des membres de la famille abusifs. Nous avons passé la soirée à partager des histoires. Maria avait dû fixer des limites avec un frère qui lui demandait constamment de l'argent. Carmen avait coupé les ponts avec une fille qui ne lui rendait visite que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Alfreda avait dû changer son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la considéraient comme leur plan de retraite. Ce qui me fait le plus mal. Ai-je avoué, ce n'est pas de perdre l'argent que je leur ai donné, mais de réaliser que je n'ai jamais eu l'amour que je pensais avoir. Renate, dit Alfreda avec la sagesse de ses 80 ans, le véritable amour ne peut être ni acheté ni vendu. Si tu devais payer pour l'avoir, il n'a jamais été réel. Ces mots furent un baume pour mon âme blessée. Elle avait raison. J'avais acheté de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Vous savez ce que j'ai découvert, dis-je à mes nouvelles amies, que la solitude entourée de gens qui ne vous aiment pas est pire que d'être seul avec soi-même. Au moins maintenant, quand je suis seul, je suis en bonne compagnie. Tout le monde a ri et nous avons trinqué à notre nouvelle sagesse. Cette nuit-là, après le départ de mes nouvelles amies, je me suis assise dans mon jardin en pensant. Les étoiles brillaient plus que jamais, ou peut-être que je les voyais avec des yeux plus clairs. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement seul financièrement. Je n'avais aucune dépendance, aucune obligation financière envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Et au lieu de me faire peur, cette réalité m'excitait. Je pouvais voyager quand je le voulais. Je pouvais rénover ma maison. Je pouvais m'acheter de beaux vêtements. Je pouvais faire des dons à des œuvres de bienfaisance qui me tenaient à cœur.
Je pouvais investir dans mon propre avenir au lieu de financer le présent de personnes ingrates. La liberté avait le goût de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, j'avais envie de planifier mon avenir. Un mois après la visite du psychiatre, je pensais avoir enfin gagné la guerre. J'avais pris une belle routine. Je prenais tranquillement mon petit déjeuner en lisant le journal. Je m'occupais de mon jardin, déjeunais avec Eleanor ou l'une de mes nouvelles amies. Et les après-midi, je me consacrais à des activités que j'avais abandonnées depuis des années. J'avais recommencé à peindre, une passion que j'avais avant de devenir le financier personnel de Max et Lena. Mais un jeudi matin, alors que je peignais des fleurs sur mon nouveau chevalet, Monsieur Weber est venu chez moi avec une expression sombre qui me glaça le sang. « Renate, nous devons parler. Max et Lena ont intenté une action en justice formelle pour incapacité mentale devant le tribunal de la famille. Ils demandent qu'on vous assigne un tuteur légal. » Les mots me sont tombés dessus comme des pierres. Je savais que c'était une possibilité, mais l'entendre à voix haute le rendait terriblement réel. Est-ce que cela signifie qu'ils peuvent prendre le contrôle de mon argent? Si un juge détermine que vous êtes incapable de gérer vos affaires, oui, il pourrait placer Max comme votre tuteur légal, ce qui lui donnerait le contrôle total de vos finances. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, sentant le poids de la trahison la plus profonde que j'avais vécue dans ma vie. Mon propre fils tentait de me déclarer légalement incapable pour voler mon argent. Monsieur Weber, quelle preuve pourrait-il avoir? Vous avez vu vous-même que je suis tout à fait compétente. Ils ont des déclarations de 3 témoins qui affirment que vous vous êtes comporté de manière erratique. Ils ont également soumis des factures de médecins impayés que vous n'auriez pas payées et des médicaments que vous auriez accumulés sans les prendre. Mais c'est un mensonge. Je n'ai aucune facture de médecin en suspens ni de médicaments accumulés. Je sais, Renate, mais ils ont fabriqué des preuves convaincantes. Ils ont aussi la déclaration du docteur Lehmann qui affirme que vous refusez de coopérer à une évaluation psychiatrique, ce qu'ils interprètent comme une preuve de déclin mental. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de subir un examen inutile en preuve d'une maladie mentale. Ils avaient utilisé mon instinct de me protéger d'eux comme preuve que j'avais besoin de protection. Qui sont les 3 témoins? Monsieur Weber a regardé ces documents. Lena, bien sûr, un voisin nommé Monsieur Davis et quelqu'un qui prétend être votre pharmacien, Monsieur Green. Monsieur Davis était le voisin d'en face, un homme désagréable qui avait toujours eu des problèmes avec moi parce que mes amis se garaient parfois devant sa maison. Monsieur Green était en effet mon pharmacien, mais je ne comprenais pas ce qu'il pouvait avoir contre moi. Je dois parler à Monsieur Green, dis-je à Monsieur Weber. Quelque chose ne va pas. Nous sommes allés ensemble à la pharmacie cet après-midi-là. Monsieur Green me reçut, surpris et nerveux. Madame Richter, ravi de vous voir. Comment allez-vous, Monsieur Green? On m'a dit que vous aviez signé une déclaration disant que je montrais un comportement erratique avec mes médicaments. Son visage devint rouge comme une tomate. Madame Richter, votre belle-fille est venue il y a quelques semaines et a posé des questions sur vos médicaments. Elle a dit qu'elle était inquiète parce que vous agissiez étrangement. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai expliqué que vous n'achetez que des vitamines et de l'aspirine occasionnellement, que vous n'avez aucune prescription médicale régulière. Mais elle a insisté sur le fait que c'était la preuve que vous ne preniez pas soin de votre santé de manière adéquate. Monsieur Weber intervint. Monsieur Green, avez-vous signé un papier? Elle a apporté un document qui disait que je confirmais que Madame Richter avait des achats de médicaments irréguliers. Je pensais que c'était pour son assurance maladie ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas que c'était pour un procès. Mon propre pharmacien avait été trompé pour signer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. La manipulation de Lena ne connaissait aucune limite. Monsieur Green, dis-je, j'ai besoin que vous rédigiez une déclaration expliquant exactement ce qui s'est passé et clarifiant que je n'ai aucun problème avec les médicaments. Bien sûr, Madame Richter. Je suis terriblement désolé pour ce malentendu. Après la pharmacie, nous sommes allés affronter Monsieur Davis. Quand nous avons frappé à sa porte, il nous a reçus avec une hostilité évidente. Que voulez-vous, Monsieur Davis, dit Monsieur Weber. Je comprends que vous ayez signé une déclaration sur le comportement de ma cliente. Et vous avez raison, je l'ai fait. Cette femme est folle. Elle agit bizarrement depuis des semaines. Pouvez-vous être plus précis sur les comportements que vous avez observés? Installer des caméras comme si elle vivait dans une zone de guerre, recevoir des étrangers tout le temps,
crier sur sa famille dans la rue. Je réalisais que M. Davis avait tout sorti de son contexte. Les caméras avaient été installées pour la protection. Les étrangers étaient mes nouveaux amis. Les cris, c'était moi défendant ma maison contre les invasions de Max et Lena. Monsieur Davis, dis-je, savez-vous pourquoi j'ai installé les caméras? Non, et ça m'est égal. Pour me protéger de mon fils et de ma belle-fille qui sont entrés par effraction dans ma maison sans permission et m'ont menacé. C'est ce que dirait une folle, répondit-il cruellement. Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec lui. Sa déclaration était basée sur des observations superficielles interprétées avec malveillance. Ce soir-là, Monsieur Weber et moi nous sommes assis pour planifier notre défense. Renate, nous avons besoin de notre propre évaluation psychiatrique. J'ai une collègue, le docteur Moore, qui est une experte dans l'évaluation de la capacité mentale. Elle peut confirmer officiellement que vous êtes tout à fait compétente. Et si Max et Lena ont soudoyé le juge? Et si tout cela n'a aucune importance parce qu'ils ont déjà décidé de me déclarer incapable? Renate, le système judiciaire n'est pas parfait, mais il n'est pas complètement corrompu non plus. Nous avons des preuves solides de votre compétence mentale et de leur motivation financière. Nous allons nous battre. Le lendemain, je suis allé à mon rendez-vous avec le docteur Moore. C'était une femme dans la cinquantaine avec des yeux gentils mais perspicaces. Madame Richter, je vais vous poser une série de questions et de tests pour évaluer votre capacité mentale. Prenez votre temps et répondez honnêtement. Pendant 2 heures, elle m'a posé des questions sur ma mémoire, ma capacité de raisonnement, ma compréhension financière, ma santé émotionnelle. Elle m'a également fait passer des tests cognitifs et m'a demandé de résoudre des problèmes mathématiques et logiques. Madame Richter, dit-elle à la fin, vos résultats sont bien supérieurs à la moyenne pour votre âge. Vous êtes non seulement mentalement compétente, mais votre fonction cognitive est excellente. Docteur, pourquoi pensez-vous que ma famille fait ça? D'après ce que vous m'avez dit et les documents que j'ai examinés, cela semble être un cas classique d'exploitation financière des personnes âgées. Malheureusement, c'est plus courant que les gens ne le pensent. J'ai quitté la consultation me sentant validé, mais aussi triste. La confirmation professionnelle de ma santé mentale était un soulagement, mais elle confirmait aussi que le procès était réel et nécessaire. Cet après-midi-là, Eleanor a organisé une réunion d'urgence avec toutes nos amies du club de jardinage. Quand je leur ai parlé du procès en incapacité, tout le monde était indigné. Renate, dit Maria, nous témoignerons en votre faveur. Nous sommes avec vous depuis des semaines et n'importe qui peut voir que vous allez très bien. Mieux que très bien, ajouta Cynthia. Vous êtes plus lucide et plus forte que beaucoup de femmes de 40 ans que je connais. Alfreda, avec la sagesse de ses 80 ans, me prit les mains. Renate, ma chérie, ce que font vos enfants n'est pas nouveau. Depuis des générations, des enfants avides ont essayé de déclarer leurs parents fous pour obtenir leur argent. Mais vous avez quelque chose que beaucoup de ces victimes n'avaient pas. De la documentation, un soutien juridique et des amis qui peuvent témoigner pour vous. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Je n'étais pas seul dans ce combat. J'avais une armée de femmes fortes qui avaient été les témoins directs de ma transformation. Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça, dis-je. C'est que Max et Lena sont prêts à détruire toute possibilité future de réconciliation pour de l'argent. Même si j'étais prête à tout pardonner jusqu'à présent, il n'y a pas de retour en arrière possible après ça. Et peut-être que c'est mieux ainsi, répondit Cynthia. Au moins, maintenant vous savez exactement qui ils sont et vous pouvez agir en conséquence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vraiment pleuré. Non pas de tristesse, mais de deuil. J'ai dit mon dernier adieu au fils que je pensais avoir, au rêve d'une famille aimante, à l'illusion que l'amour inconditionnel était réciproque. Mais quelque chose de nouveau a aussi émergé en moi, une détermination de faire à ne pas me laisser dépouiller non seulement de mon argent, mais aussi de ma dignité et de ma liberté. La guerre avait officiellement commencé, mais j'étais prête à me battre. Le procès eut lieu 3 semaines plus tard. Je me suis réveillé tôt, j'ai enfilé mon plus beau tailleur noir et je me suis regardé dans le miroir avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, on ne jugerait pas seulement ma capacité mentale, on jugerait ma dignité en tant que personne, mon droit de vivre à l'abri des abus, ma valeur au-delà de mon compte en banque. Monsieur Weber est venu à 7 heures du matin pour revoir notre stratégie une dernière fois. Renate, rappelez-vous, la charge de la preuve leur incombe. Ils doivent prouver que vous êtes incapable.
Nous devons simplement montrer que vous ne l'êtes pas. Et si le juge est déjà partial? Le juge Miller a la réputation d'être juste. J'ai fait des recherches sur ces cas passés et il ne favorise pas automatiquement les familles. Il se consacre à la protection des droits des personnes âgées. Nous sommes arrivés au palais de justice à 9 h du matin. Dans le couloir, j'ai vu Max dans un costume neuf qu'il avait probablement acheté pour l'occasion et Lena vêtue de noir comme si elle était à un enterrement. C'en était peut-être l'enterrement de notre relation familiale. Quand nos regards se sont croisés, Max a évité le mien, mais Lena a soutenu mon regard avec une froideur qui confirmait que pour elle, ce n'était qu'une transaction commerciale. Leur avocat était un homme plus âgé, élégant, avec le genre de confiance qui vient de la victoire de cas similaires auparavant. Quand il a commencé sa déclaration liminaire, sa stratégie était claire, me dépeindre comme une vieille femme confuse qui avait été manipulée par des étrangers pour m'éloigner de ma famille aimante. Votre honneur, dit-il d'une voix solennelle, Madame Renate Richter a montré un déclin mental clair ces derniers mois. Elle a coupé tout soutien financier à sa famille sans explication rationnelle. Elle a installé des systèmes de sécurité inutiles par paranoïa et s'est isolée de ses proches sous l'influence de voisins et d'avocats qui profitent manifestement de sa situation vulnérable. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour faire passer mon émancipation pour de la démence et ma liberté pour une manipulation externe. Puis ils ont appelé leurs témoins. Lena fut la première à témoigner et sa performance était digne d'un Oscar. Elle a pleuré en décrivant comment j'avais complètement changé, comment j'étais devenu hostile et paranoïaque, comment je m'étais isolé de la famille qui m'aimait. Votre honneur, dit-elle d'une voix tremblante. Renate a toujours été comme une seconde maman pour moi. Voir son déclin mental a été dévastateur. Nous voulons juste l'aider à obtenir les soins dont elle a besoin. Des mensonges enveloppés de larmes convaincantes. Quand M. Weber l'a contre-interrogé, les fissures dans son histoire ont commencé à devenir visibles. Madame Schuster, pouvez-vous dire à la cour quand était la dernière fois que vous avez appelé ma cliente sans demander d'argent? Lena balbutia. Eh bien, nous parlions toujours de beaucoup de choses. Pouvez-vous me donner une date précise? Je ne me souviens pas des dates exactes. Est-il vrai que vous et votre mari vous êtes mariés sans inviter ma cliente? C'était une très petite cérémonie. Est-il vrai que lorsque ma cliente a posé des questions sur le mariage, vous lui avez dit que vous n'aviez invité que des personnes spéciales? Le visage de Lena devint rouge. Ces mots ont été sortis de leur contexte. Quel serait le bon contexte pour dire à votre belle-mère qu'elle n'est pas une personne spéciale? Elle n'a pas pu répondre de manière convaincante. Max était le suivant. Le voir à la barre des témoins, jurant de dire la vérité tout en se préparant à mentir sur ma santé mentale, fut l'un des moments les plus douloureux de ma vie. C'était le garçon que j'avais élevé seul, celui à qui j'avais consacré toute ma vie. Ma mère a toujours été très généreuse avec nous, a-t-il témoigné. Mais dernièrement, elle est devenue erratique et irrationnelle. Nous pensons qu'elle est manipulée par des gens qui profitent d'elle. Quand M. Weber l'a contre-interrogé, le masque est tombé complètement. Monsieur Richter, combien d'argent avez-vous reçu de votre mère au cours des 3 dernières années? Je ne connais pas le montant exact. Est-ce que 33 400 $ vous semble à peu près juste? Peut-être, elle a toujours été généreuse. Et combien de fois avez-vous rendu visite à votre mère sans lui demander d'argent? Le silence était assourdissant. Est-il vrai que vous et votre femme êtes entrés par effraction dans la maison de ma cliente sans permission et avez vérifié ses documents privés? Nous étions inquiets pour elle. Est-il vrai que vous avez amené un avocat pour la presser de signer une procuration? Nous voulions l'aider à gérer ses finances. Avez-vous, à 35 ans, besoin de l'aide de votre mère de 71 ans pour payer votre loyer? Max n'a pas pu répondre avec dignité. Monsieur Davis a témoigné sur mes supposés comportements erratiques, mais quand Monsieur Weber lui a demandé des détails, il a admis qu'il ne m'avait jamais parlé directement et que toutes ces informations étaient basées sur des observations superficielles. Le docteur Lehman a témoigné que mon refus de subir une évaluation était la preuve d'un déclin mental. Mais Monsieur Weber a soumis la documentation de notre évaluation avec le docteur Moore, qui a complètement réfuté ses conclusions. Puis ce fut notre tour. Monsieur Weber a d'abord appelé Monsieur Green, mon pharmacien, qui a expliqué comment il avait été trompé pour signer une déclaration qui déformait mes habitudes d'achat de médicaments. Le docteur Moore a témoigné de mon excellent état mental et a présenté les résultats des tests cognitifs, qui avaient été impeccables.
Monsieur Sommet de la Quincaillerie a témoigné de ma compétence mentale et a expliqué que mes décisions d'annuler les virements automatiques étaient tout à fait rationnelles et avaient été traitées correctement. Eleanor et mes amis du club de jardinage ont témoigné de ma clarté, de ma nouvelle vitalité et de ma capacité à maintenir des relations sociales saines. Enfin, ce fut mon tour de témoigner. Je me suis levé avec dignité et je me suis dirigé vers la barre des témoins, sentant le poids de 71 ans d'expérience, de sagesse acquise par la douleur, de force découverte dans l'adversité. Monsieur Weber m'a guidé à travers mon témoignage, me laissant raconter toute mon histoire, les 33 400 $ dépensés en 3 ans, l'humiliation d'être exclu du mariage, la manipulation émotionnelle constante, la violation de ma vie privée, les menaces juridiques. Madame Richter, demanda finalement Monsieur Weber, pourquoi avez-vous décidé de cesser de soutenir financièrement votre fils et votre belle-fille? Parce que j'ai enfin compris que ce que je recevais d'eux n'était pas de l'amour, ai-je répondu d'une voix claire et forte. C'était une transaction commerciale déguisée en relation familiale. Mon argent était le bienvenu, mais moi, en tant que personne, je ne l'étais pas. Regrettez-vous votre décision? Je regrette seulement d'avoir mis si longtemps à la prendre. L'avocat de Max a essayé de me faire paraître confuse lors de son contre-interrogatoire, mais j'ai répondu à chacune de ses questions avec clarté et précision. Quand il a tenté d'insinuer que mes nouvelles amitiés m'avaient manipulé, je lui ai expliqué que pour la première fois depuis des années, j'avais des relations basées sur le respect mutuel et non sur l'intérêt financier. Dans sa plaidoirie finale, l'avocat de Max a insisté sur le fait que j'étais une victime de manipulation externe. La réfutation de Monsieur Weber fut dévastatrice. Votre honneur, ce que nous avons vu ici n'est pas le cas d'une vieille femme incapable, mais celui d'une femme qui a enfin trouvé la force de se libérer d'années d'abus financiers et émotionnels. Les plaignants n'ont présenté aucune preuve médicale réelle d'incapacité mentale. Ce qu'ils ont présenté, c'est de la frustration parce que leur source de revenus a décidé d'exercer son droit légal et moral de protéger ses propres ressources. Le juge Miller s'est retiré pour délibérer pendant 2 heures qui ont semblé durer 2 ans. Quand il est revenu, son expression était sérieuse mais claire. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, a-t-il commencé, il est évident pour cette cour que Madame Renate Richter est en pleine possession de ses facultés mentales. Les évaluations psychiatriques professionnelles confirment sa compétence cognitive. Ses décisions financières, aussi douloureuses soient-elles pour sa famille, sont tout à fait rationnelles et dans son droit. Mon cœur se mit à battre plus vite. De plus, poursuivit le juge, les preuves suggèrent que cette action en justice est motivée par un intérêt financier plutôt que par une réelle inquiétude pour le bien-être de Madame Richter. La Cour rejette entièrement la demande de tutelle. J'avais gagné. Je n'avais pas seulement gagné le procès, mais aussi ma liberté, ma dignité, mon droit de vivre à l'abri des abus de ceux qui étaient censés m'aimer. En sortant du palais de justice, j'ai vu Max et Lena parler avec colère à leur avocat. Lena m'a jeté un regard de haine pure avant de s'éloigner. Max m'a regardé une dernière fois, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du regret, mais il était déjà trop tard. Cette nuit-là, Eleanor a organisé une célébration chez moi avec toutes nos amies. Nous avons trinqué à la justice, à la liberté, à la sororité des femmes fortes qui se soutiennent mutuellement. Renate, m'a dit Alfreda, aujourd'hui, tu n'as pas seulement gagné un procès. Tu as regagné ta vie. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, l'avenir m'appartenait entièrement. Je pouvais voyager. Je pouvais aimer. Je pouvais créer. Je pouvais vivre sans peur, sans culpabilité, sans manipulation. 3 mois plus tard, j'ai vendu ma maison et j'ai déménagé dans un bel appartement près du centre-ville. J'ai fait don de la moitié de mon argent à des organisations qui protègent les personnes âgées contre les abus familiaux. Avec l'autre moitié, j'ai commencé à vivre la vie que j'avais toujours voulu. J'ai voyagé à travers l'Europe, pris des cours d'art et rejoint des groupes de bénévoles. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Max et Lena. J'ai entendu par d'autres qu'ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et que Lena avait trouvé un emploi pour la première fois depuis des années. Peut-être que l'adversité leur apprendrait ce que ma générosité n'a jamais pu faire, la valeur du travail honnête et de l'indépendance. Certaines nuits, quand je regarde les étoiles depuis mon nouveau balcon, je pense à la femme que j'étais il y a 1 an, craintive, manipulée, croyant devoir acheter l'amour. Cette femme est morte. Et à sa place, est né quelqu'un qui a compris une vérité fondamentale, le véritable amour n'a jamais de prix, et la liberté n'est jamais trop chère. Mon nom est Renate. J'ai 72 ans,
et j'ai enfin appris que la personne la plus importante que je dois aimer et protéger, c'est moi-même. Si mon histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en faisant un don pour que je puisse écrire plus d'histoires. Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'adorerais connaître votre opinion, alors partagez-la avec moi dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez tous et écrivez-moi aussi d'où vous avez entendu cette histoire. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires qui vous attendent. Avec mes salutations les plus sincères. À la prochaine.